C'est fait. Avec le premier choix de la draft 2025, les Dallas Mavericks ont sélectionné Cooper Flagg. On revient sur cette soirée historique pour la franchise et on se projette dans l'intersaison dans ce nouvel épisode de Howdy Mavs. Bien joué. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos questions et vos commentaires. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Alors, pour entamer avec moi l'ère Cooper Flagg, je suis accompagné comme d'habitude de Quentin qui suit de près les réactions des fans sur son compte Twitter, le compte Dallas Mavs France. Alors Quentin, est-ce que les fans sont plutôt excités à l'idée d'avoir potentiellement un talent générationnel qui vient à Dallas? Est-ce qu'ils sont indifférents parce qu'ils avaient déjà fêté la loterie et c'était évident que les Mavs allaient prendre Cooper? Ou alors est-ce qu'ils sont soulagés parce que Nico Harrison ne nous a pas fait une dinguerie hier soir? Salut Bernd, salut tout le monde. Alors oui, il y a beaucoup du dernier point, c'est-à-dire que on a beaucoup dirigé la surprise qui a eu lieu lors de la loterie. On s'attendait tous à ce que ça arrive. Cependant, je peux vous dire que sur Twitter, j'ai vu pas mal de gens qui, quand même, n'étaient pas 100% sereins à l'approche de la draft, qui, de toute façon, n'auront plus confiance en Nico Harrison et qui se disaient, est-ce qu'il n'est pas capable de nous faire une petite dinguerie? Je pense que c'était plutôt une minorité de fans, mais quand même, j'en ai vu plusieurs qui disaient, on fera la fête une fois qu'on aura entendu le nom de Cooper Flagg drafté par les Mavericks. Il y a quand même une bonne excitation de la fanbase. On a envie de le voir jouer. Ça va être un truc de fou. Et ça fait plaisir de voir que petit à petit, on retrouve un petit peu d'engouement par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Il n'y a pas d'oubli, pas de pardon, mais Cooper Flagg aide beaucoup pour qu'on puisse se reprojeter dans le futur de notre franchise. Et j'avoue que on a vraiment déjà très hâte de le voir. Et je suis également accompagné de Nico, qui a été parler des Mavericks et a été faire le bilan de la saison sur un ami à nous. Je l'appelle comme ça, un ami à nous, Adrénaline Media. Nico, comment s'est passé ton interview de la semaine dernière? Je vous conseille d'aller suivre le dernier épisode de ce podcast. Bah écoute, ça s'est très bien passé, c'était très sympa sur Adrénaline Media. Je vous remercie déjà de l'invitation. Quand tu as dit un ami à nous, je me suis cru que c'était un peu la mafia, tu vois, c'est un ami à nous... C'est un peu ambiance film mafieux, mais non, c'est très cool. Écoute, c'était juste un résumé sympa sur un média sympa un peu de ce qui est passé, la folle année des Dallas Mavericks. Bah, écoute, moi je suis aussi content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on n'a pas enregistré. On a pas mal maté les playoffs, qui sont enfin finis. Donc là, on est sevré de NBA là. C'est un peu difficile. Ce qu'on attendait impatiemment, on disait qu'il y a 99% de chances que ça se réalise, bah, se sont enfin réalisés. Donc on a mis ça derrière nous, on a enfin Cooper Flagg, enfin à Dallas. Puis maintenant on va pouvoir commencer la nouvelle dynastie, quoi. On va voir un peu ce qui va donner le garçon. Mais on est tous excités et quand je vois les images avec les queues interminables de gens qui achètent déjà le maillot numéro 30 de Cooper Flagg, je me dis que je ne suis pas le seul à être excité. Alors dans cette émission, on va parler de cette draft 2025. Enfin, on va parler du premier tour, parce qu'on enregistre cette émission le 26 juin et donc on est entre les deux tours. Donc le deuxième tour, il commence dans quelques heures. On va aussi parler des prolongations de Kyrie Irving et de Daniel Gafford et puis des dernières rumeurs de trade ou de free agency autour des Mavericks. Mais alors commençons avec cette soirée d'hier soir. J'aimerais avoir vos impressions à chaud. Comment vous avez vécu cette soirée? Un peu la même question finalement que je te demandais au début, Quentin, avec les fans. Toi, tu l'as vécu comment? Quel était ton niveau d'excitation? C'est spécial parce que vraiment toute la joie, tout ce qui était explosif s'est passé le soir de la loterie. Le lendemain, la dernière fois qu'on a enregistré tous les trois ensemble d'ailleurs, où on était vraiment à gueuler et tout. Donc on était quand même plus calme, on avait eu le temps de digérer. Honnêtement, j'avais pas de doute sur le fait qu'on allait prendre Cooper Flagg en 1. Donc c'est quand même spécial parce que il y a zéro suspense dans ce qui va se passer. Tu sais exactement ce que tu vas voir. Cependant, je sentais que c'était la première brique de cette nouvelle page de l'histoire de Dallas qui se pose officiellement. On peut officiellement dire Cooper Flagg et Mavericks dans la même phrase. C'était important de le voir en live. Donc honnêtement, j'ai quand même bien apprécié. Ça m'a fait penser en fait à
à la draft 2018, où pour le coup là on s'attendait pas du tout à voir Luka et il y a eu ce trade de malade, mais ça m'a redonné des souvenirs de ce moment-là. Après bon, on reste dans quelque chose de très classique, que ça soit sur les interviews. D'ailleurs j'ai trouvé qu'il posait beaucoup moins de questions sur les franchises dans lesquelles les joueurs étaient draftés. Ça a juste été voilà, histoire de voir Cooper Flag, et puis bon, j'étais aussi là aussi pour voir s'il allait y avoir des trades, voir ce que les autres équipes ont monté. Ça a été plutôt calme. Mais voilà, comme je te dis, c'était je pense quelque chose à voir. La première page officielle de ce chapitre, Cooper Flag à Dallas. Et toi, Nico, comme dit Quentin, il n'y avait pas vraiment de suspense. Toi, tu l'as vécu comment ? Moi, j'étais ravi de la confirmation. Après, comme je vous avais dit, j'avais pas mal bossé un peu cette draft-là, à regarder un peu tous les joueurs, ceux que j'imaginais un peu potentiellement chez les Mavs, puisque personne ne s'attendait à Cooper Flag. Donc du coup, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, et notamment de voir qui a chuté, qui peut être la bonne surprise, qui s'est retrouvé beaucoup trop haut par rapport aux prévisions. Donc c'était intéressant, excitant. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait comme draft du coup, parce qu'on a choisi qu'une fois et on a choisi tout en haut. Donc du coup, t'as pas ce côté est-ce que t'as l'échange de dernière minute au moment comme en 2018. Mais j'ai kiffé quand même voir ça. Après, comme tu disais Barn, c'est pas fini, il y a une autre partie ce soir. Le deuxième tour, il y a encore des joueurs intéressants, donc c'est pas encore complètement fini. Mais en tout cas, c'est cool. C'est cool de voir l'excitation déjà sur Cooper Flag, et puis ça devient concret en fait. Là concrètement, on le voit, la fameuse casquette, le maillot, enfin la machine est enclenchée, donc rien que pour ça... C'est vraiment cool, quoi. J'étais quand même étonné que Nico Harrison il ne fasse rien d'autre. Il a été connu pour être assez agressif finalement. Et il a fait profil bas. Merci d'ailleurs d'avoir pas fait de vagues. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'agressivité de sa part. Premièrement, déjà, comme tu as dit, c'est pas terminé. Il y a le second tour cette nuit. Alors, on n'a pas de second tour de draft sur cette année, il me semble, mais peut-être qu'il va quand même bouger. Et de deux, mine de rien, on a déjà envoyé beaucoup d'assets de draft dans les années à venir. On n'a quasiment plus aucun second tour à envoyer. Je crois qu'on en a qu'un ou zéro. Et donc, la marge de manœuvre est très limitée en termes de pick de draft. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas fait de move, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être fait pour le moment. On verra ce qui est fait cette nuit. Voilà, bon, on a une équipe qui est cohérente. Là, faut rester, faut pas trop bouger, si ce n'est au poste de pivot, mais je pense qu'on va y revenir. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi, un truc que j'ai apprécié, et j'en parlais en off avec Nico, c'était la première année sans Wojnarowski qui était là. Donc, en fait, il n'y avait pas de guerre entre Shams et Wojnarowski. Et quel plaisir de regarder une draft où juste tu te fais pas spoiler par tous les tweets. Alors je sais, on me dirait, tu n'as qu'à poser ton téléphone, mais quand tu tiens un compte de franchise, c'est pas possible. Donc là, juste, c'était un régal de voir qu'on n'était pas spoilé sur les pics de draft. On les découvre au fur et à mesure. J'ai adoré. J'ai vraiment passé une super soirée. Alors, pas de suspense pour Dallas, mais pour les autres franchises. Tu disais, oula, Ace Bailey, il est encore pas pris en numéro 3, ou il descend en 4. Est-ce qu'ils vont le prendre à Utah? Oh là là, ils l'ont pris à Utah. Enfin, c'était super intéressant. J'ai passé un bon moment sur cette draft où, du coup, on n'était pas trop impliqué de notre côté. Deux trucs à dire en plus. La première, c'est Cocorico. Tu regardes un peu les joueurs français. Du coup, moi, c'est un des trucs aussi que j'ai suivi, qui m'a un peu excité de voir la série de joueurs français déjà draftés au premier tour, notamment Noah Essengé, qui a quand même été choisi à la place numéro 12 des Bulls. Alors, je dis pas que les Mavs auraient choisi si la pièce était tombée de l'autre côté, mais je me dis, je repensais à notre discussion, ce pile ou face heureux pour les Mavs, et du coup de voir Essengé du coup à Chicago, c'était sympa. Sur le deuxième aspect, le deuxième tour, si tu repenses aussi à la draft 2018, on a choisi deux joueurs à cette draft, Luka Doncic au premier tour et un certain Jalen Brunson au second tour. Donc je sais pas ce qui va se passer ce soir, on aura la surprise. Ne sous-estimons jamais les bons choix de second tour de joueurs sous-estimés, qui font leurs preuves quelques années après l'NBA et qui deviennent des joueurs du talent de Jalen Brunson, du général Brunson. Alors personnellement, j'étais à l'American Airlines Center hier soir. D'ailleurs, merci à David et Eleanor pour l'invitation. Avec pas mal de fans, ils avaient ouvert tout le bas de la salle. Il y avait beaucoup d'abonnés qui étaient présents. Et tout le monde avait un t-shirt Mavericks. Derrière, il y avait, d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre tout de suite. Il y avait écrit 1.8. Alors, c'était quoi ce t-shirt? Il y avait marqué 1.8 dans le dos. Pourquoi il y avait écrit 1.8, les gars? Bon, c'était 1,8% de chance d'avoir le premier pick. Donc on avait tous un t-shirt 1,8. Okay. Chercher 8 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, 1,8, ok, ouais, effectivement. Ouais, non, mais moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Et puis, donc on était tous là, il y avait une scène au milieu du parquet avec des invités. Il y a eu Rolando Blackman qui est venu parler, il y avait Mark Aguirre aussi. Et puis on patientait pour que le pick soit annoncé.
Donc finalement, une fois que le pic est annoncé, on montre la télévision nationale sur l'écran principal au centre de la salle. Tout le monde applaudit, tout le monde est content. C'était chouette, hein, remarque, c'était un moment assez sympa. Mais une fois que c'était terminé, tout le monde est parti. Je suis obligé de parler de ce qui s'est passé juste avant, puisque on était en train de patiemment attendre que le pic soit annoncé. Et donc les Mavericks avaient commencé à diffuser la télévision nationale sur l'écran principal de la salle. Donc là, ils commençaient à présenter Dallas. Ils ont montré des images de Dallas en train de faire leur run en 2024. Beaucoup d'images de Luka Doncic. Donc là, quand Luka Doncic était sur l'écran, tout le monde avait applaudi, tout le monde a crié. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de voir Luka Doncic en gros plan sur l'écran à l'American Airlines Center. On n'est plus habitué à ça. Toutes les images de Lucas ont disparu de la salle. Donc là, ça m'a fait un choc. J'ai dit, c'est marrant qu'il montre ça. Et puis après, ils ont commencé à parler du trade. Et il dit Luka. Et ils nous ont montré en gros plan notre ami Nico Harrison. Il était en gros plan sur l'écran. Alors évidemment, les gens ont commencé à huer. Et les gens ont commencé à chanter Fire Nico. Et c'était fort. C'était tout le monde. Et là, même moi, je me suis senti un peu mal à l'aise. J'ai dit, OK, on est en train de fêter le Cooper Flag, et là, tout le monde est en train de chanter Fire Nico. Donc là, vite, ils ont éteint la télé, ils ont repris le contrôle avec un interview, et voilà. Bon, c'était assez amusant, mais juste pour dire que la venue de Cooper, les gens sont hyper contents, mais je ne pense pas qu'ils vont oublier ou ils vont pardonner à Nico Harrison, et je suis pas sûr que cette année, on n'entende pas encore des Fire Nico dans la salle. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'il s'en aille, je pense que ça va devenir un thème à Dallas. Voilà, je voulais vous raconter l'anecdote. Mais... Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des vidéos de ça. T'as bien fait d'en parler, mais j'ai relayé aussi le truc sur Internet. Il y a encore une grande majorité des fans de Dallas qui comprennent et qui sont totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on va pas pardonner Nico Harrison pour un coup de chance. Il a juste eu un énorme coup de chance. Enfin, c'est même pas lui qui a eu un coup de chance. On a eu un coup de chance, il est responsable en rien du tout. Et on est, je pense, vraiment une grande majorité à être tous dans cette même catégorie. On ne pourra être que à 100% derrière Dallas et tout, être content qu'il gagne, etc., que quand ce mec il sera dehors. J'ai vu encore sur Twitter récemment plusieurs personnes qui m'ont dit, et je partage le sentiment, ça me fait chier de se dire que si on gagne un titre, ce type, il va défiler dans le bus, il va avoir le trophée d'NBA dans les mains, etc. Et on a encore beaucoup comme ça, et je trouve que c'est une belle preuve pour montrer que les fans, on n'est pas des gentils dindons qui suivons gentiment ce qu'on nous propose. Quand on n'est pas content, on le dit. Et là, on n'a vraiment pas été content, on a été blessé, et ça va pas se réparer comme ça. Ceci étant dit, on est très content que Cooper Flag soit là. Alors parlons-en de Cooper Flag. D'où vient-il? Quel type de joueur est-il? Juste pour dire qu'il est très très jeune, qu'il a 19 ans, hein, il est né en 2006, il vient du Maine. Le Maine, c'est donc un État du nord-est des États-Unis. Il était fan de Boston, fan des Celtics. Son joueur préféré, c'était Larry Bird. D'ailleurs, c'est étonnant pour un joueur si jeune d'être fan d'un joueur si ancien hein, que Larry Bird. Une famille de basketteurs, sa mère, son père, son frère jumeau joue au basket, son grand frère également. Et finalement, c'est le meilleur joueur lycéen, le meilleur joueur à l'université. Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cooper Flag? Je dirais qu'on est sur un surdoué en fait. Ça fait un peu penser, tu sais, au mec au lycée qui est le meilleur, qui a un an d'avance et qui rit tout le monde et qui a toutes les meilleures notes à tous les trucs. Donc il est clairement en avance sur tout. D'avoir un joueur quand même qui est meilleur lycéen, qui ensuite est meilleur joueur universitaire et qui est meilleur rookie du coup, enfin freshman en tout cas dans son année universitaire, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un petit jeu pour vous d'ailleurs. Il y a 3 joueurs dans l'histoire du basket universitaire qui ont fait une seule année en NBA et qui ont réussi à être à la fois le meilleur freshman, donc le meilleur joueur de l'année, et le meilleur joueur de l'année. Il y en a 3 en plus de Cooper Flag. Il y en a un dans l'effectif des Mavs. À 2 maintenant. AD Kyrie Irving. C'est AD, ouais. Karim Il y en a Abdul-Jabbar. 2 autres. Beaucoup plus récents. 2 autres. Bon, Zion Williamson, non? Il y a Zion Williamson. Et il y en a un deuxième qui est toujours en activité. Mais il est vieux. Il est vieux et il vient de changer d'équipe. C'est ce que je veux dire. Il s'est rapproché du Texas. Ah, KD. KD. Kevin Durant. Okay. Donc en gros, il est en gratin du coup des joueurs surbrillants si jeunes avec des très hauts potentiels. Et c'est pas juste un potentiel, c'est une maturité d'ensemble. Et l'autre truc qui est marquant justement chez Cooper Flag, c'est la maturité physique. Il a 18 ans, il a une maturité physique incroyable. Aussi une maturité mentale parce que on oublie un peu rapidement la pression qu'il a depuis toujours
Depuis qu'il est au lycée, où il est vu comme le phénomène de basket qui est promis au plus grand avenir, il a complètement confirmé ça au lycée. J'ai pas la liste de tous les prix, je vous invite à regarder ça, vous trouvez ça sur internet, mais c'est indécent la quantité de prix qu'il a réussi au lycée, et vous faites la même chose à la fac. Il a eu à peu près tous les prix que tu peux imaginer à chacune des étapes de sa carrière de joueur de basket. Donc on est vraiment sur le surdoué, quoi. Donc la grande question, c'est où est son plafond, sachant en tout cas qu'il fait le chemin parfait. Il passe aussi par Duke, hein. Si vous connaissez pas trop le basket universitaire, imaginez, c'est un peu la fabrique de champions, quoi. C'est un peu l'INF Clairefontaine, si tu veux. C'est vraiment l'université hyper élitiste et un peu fabrique à champions, par lesquelles sont passés beaucoup de stars de NBA. Donc vous pensez à Tatum, à justement Zion Williamson, à Grant Hill, à Kyrie Irving, ou à Derek Lively plus récemment du coup pour nos Mavs, ou à Paolo Banchero. Enfin, donc il prend le chemin royal. Et ce chemin royal, du coup, il continue jusqu'à ce moment-là, où il est choisi au numéro 1 de la draft. Cette année, pour appuyer ce que tu dis, Nico, Duke, ils ont 3 joueurs dans le top 10. C'est exceptionnel. Il faut se rendre compte de la perf. Alors, je vais pas me risquer au nom de famille. C'est Kneppel en 4, là. Kneppel. Ouais, qui est pris à Charlotte. Et en 10, Malak. Enfin, c'est exceptionnel. Ça montre vraiment le niveau élitiste qu'est Duke pour ceux qui connaissent pas. Il rentre dans la lignée des mecs qui sont passés par Duke et qui ont fini numéro 1 de la draft. En tout cas, voilà, lui, il a assumé clairement, comme tu dis, toutes les attentes qui étaient là depuis le début de sa vie, hein, enfin de sa vie adolescent, on va dire. C'est assez fou, la maturité qu'il a. Moi, c'est la maturité encore plus physique, c'est mental, il est tellement posé. C'est KD qui en parlait, qui disait j'ai fait des entraînements avec lui, etc. On sent que le gamin, il est focus, il sait sur quoi il doit s'améliorer, qu'il en est qu'au début, etc. Il est limite d'une humilité un peu trop forte. Des fois, j'avais envie un peu de le voir plus être heureux, tu vois. Il est resté tellement sobre et tout. C'est assez fou. Donc, c'est quand même un très très bon point quand tu vois certains autres cas, genre Ace Bailey, par exemple, où il y a beaucoup plus d'incertitude, tu vois. Tu dis qu'avec Cooper Flag, on est quand même sur un être humain qui a la tête bien sur les épaules, quoi. Et des épaules qui vont peut-être encore grandir. Hein. 2,06 m aujourd'hui, il a même pas 19 ans. Je crois qu'il a que 10 jours de plus que l'âge qu'avait LeBron en étant drafté, un truc comme ça. Donc, c'est le deuxième plus jeune, je crois, premier pick de l'histoire. Donc on est sur un joueur qui peut totalement encore grandir et nous faire une KD, hein, donc être listé à je sais pas combien, et en fait tu fais 2,12, quoi. C'est une des grandes questions pour lui, c'est qu'on ne sait pas trop où est son plafond, quoi. On a déjà une bonne idée du plancher qui est déjà extrêmement élevé, et le plafond, on a du mal vraiment à l'envisager. On a pioché dans l'élite de l'élite, avec un joueur super intelligent en plus de ça. Dans les 1-8, je comprends enfin la référence du coup que tu as fait à Barnab. On a beaucoup de chance d'avoir ce joueur que les 29 autres franchises voulaient récupérer. À commencer par Boston, qui aurait bien aimé récupérer un joueur qui est globalement du coin et qui avait très envie d'aller à Boston. Même si du coup on l'entend plus trop sur je suis un fan de Boston, et c'est très bien. Mini parenthèse importante, parce que j'ai reçu le commentaire, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas partir à Boston, etc., etc. Contractuellement, là en gros il va avoir un contrat de 5 ans mais 4 ans garantis. Et ce qui va se passer dans 99% des cas, c'est qu'à la fin de la 3e année, on lui propose une prolongation au Supermax de 5 ans, et la 5e année est une player option. Donc en fait vous avez 4 ans de contrat rookie et ensuite 4 ans d'un autre contrat. Donc en fait, même s'il veut partir à Boston, ça sera dans 8 ans. Donc soyez tranquille. Là, Cooper Flag, c'est comme Wembanyama, il est là pour de nombreuses années. Et s'il part, c'est que c'est nous qui avons décidé de le trader. C'est pas lui qui peut choisir, parce que tous les rookies à la fin de la 3e année, ils prennent toujours la prolongation proposée par la franchise. Ils vont pas prendre le risque de peut-être se faire une grave blessure ensuite et de passer à un côté d'un contrat à 200 et quelques millions. Souvenez-vous qu'un contrat rookie, c'est relativement très petit par rapport au contrat des vétérans. Donc à la fin de sa 3e année, je peux vous assurer qu'il va prendre sa prolongation Supermax à Dallas. Vous en faites pas, Cooper Flag, il est là jusqu'en 2030 quelque chose. La comparaison que tu fais avec Victor Wembanyama, je pense qu'elle est assez juste, pas dans le basketteur, mais dans la maturité mentale. Je trouve le même côté, tu sais, ça glisse sur lui. Il est tellement programmé pour ça, il a l'air tellement prêt dans sa tête pour prendre ce chemin de l'exception, que pour lui c'est normal, c'est juste une étape. Tu vois, t'es meilleur joueur lycéen, meilleur joueur américain, meilleur joueur universitaire, numéro 1 de la draft, tout ça, ça glisse. Et en fait, quand on parle des rookies très forts, en général, on fait leur descriptif
on va parler de leurs points forts, et puis il y aura toujours un mais. Il faut que sur ce domaine-là, il s'améliore. Et là, pour Cooper Flagg, on a l'impression que c'est déjà un joueur complet. On parle de sa force, c'est sa défense, et en plus, quand on regarde ses stats offensives à Duke, on est à du 48% au tir, 38% à 3 points. Offensivement, il est assez dominant finalement. Donc on se dit, il n'a pas de défaut, c'est un joueur complet. Donc à votre avis, quel genre de joueur est-il? Est-ce que c'est un two-way qui va être bon en attaque, qui va être adroit à l'extérieur? Est-ce qu'il va être dominant à l'intérieur? Quelle est votre opinion? Je dirais que pour moi, il va clairement être un two-way. Après, je ne sous-estimons pas un peu le gap entre université et NBA. On va voir exactement ce qui va se passer. En tout cas, c'est sûr qu'il va être arrivé déjà sur un côté défense élite. Tu vois, alors je reviens un peu au Wembanyama. Pareil, première année, défenseur élite direct. Je m'attends exactement à la même chose pour Cooper Flagg. Après, il a clairement des points d'amélioration. Et c'est pas un joueur parfait. Il a que 18 ans une nouvelle fois. Ça, c'est une dinguerie quand même. Il a un shoot à améliorer, il a un ball handling à améliorer. Il a des très bonnes qualités de passe déjà. C'est un rebondeur, un contreur, un mec qui comprend très très bien le basket, qui a déjà une intelligence basket déjà très très haut niveau. J'ai lu une anecdote que je trouvais marrante cette semaine au sujet de sa mère qui lui aurait dit, donc pareil, famille de basketteurs, hein. J'adore l'anecdote, je trouve que ça en dit très long sur la personnalité du garçon. Sa mère qui lui répétait, si t'es le meilleur joueur sur ce gymnase-là, bah, t'es probablement pas dans le bon gymnase. Donc tu sais, c'est un peu comme dans le monde professionnel, là, faut jamais être le mec le plus intelligent de la salle de réunion. Bah, là, c'est un peu pareil. Ça en dit long, je trouve, sur la mentalité du mec qui te dit, faut toujours que t'ailles au-dessus, et si t'es le meilleur, va chercher ailleurs parce qu'il y a toujours meilleur que toi. Donc dans le côté j'ai la dalle, et moi ça c'est un truc que j'aime déjà beaucoup chez Cooper Flagg. Tu sens le mec, il n'est pas arrivé. Il a grave la dalle et c'est que le début. Donc ça, cette mentalité-là, on va s'en régaler, je pense. Totalement, quelque chose qui me fait vraiment plaisir et je trouve que c'est en super correspondance avec notre équipe et là où on en est actuellement, c'est que comme tu dis, il a faim de victoire, mais il est aussi très mature et intelligent, c'est-à-dire qu'il va savoir que là il arrive dans une équipe qui vise le titre. On le rappelle, c'est très très rare qu'un first pick tombe dans une équipe qui joue le titre. D'habitude, la première année, regardez Wembanyama, regardez tous ceux d'avant, la première année, on va expérimenter des choses, etc. Là, il arrive dans une équipe où il y a 3 Hall of Famers, des champions, etc. Des joueurs qui, du coup, vont être au-dessus de lui dans la hiérarchie, au moins pour commencer. C'est un rookie. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va savoir où se placer, comment interagir avec ces joueurs-là, où va être sa place, qu'est-ce qu'il va devoir faire en défense, etc. C'est un super point pour nous. Quand on voit d'autres rookies qui veulent plus ou moins de minutes de tir ou je sais pas quoi, j'ai pas de doute sur le fait que Cooper Flagg, il va faire ce qu'on lui demande. Il va être tellement bon qu'on va peut-être même lui donner plus de ballons, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un joueur qui s'inscrit dans la DN Defense Wins Championship, comme tu dis, Nico Harrison. Là, il rentre dans le moule. Effectivement, sur les points d'amélioration, c'est le shoot que j'ai vu revenir le plus souvent. Tant mieux, là il va avoir le temps de s'améliorer sur ce point de vue-là. Ce qui est super bien, c'est que en plus d'être un two-way, donc faire l'attaque et la défense, c'est qu'il y a de nombreux postes sur lesquels en fait il va pouvoir jouer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Jason Kidd va pouvoir créer, je pense, plusieurs line-up avec du Cooper Flagg, que ça soit en 2, j'ai pas envie, en 3, en 4, voire même sur certaines séquences en small ball, ça me dérange pas de faire quelques minutes, hein. Attention, pas des très longues séquences, quelques minutes avec Cooper Flagg, pourquoi pas au poste 5. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Dans les saisons à venir, on va pouvoir vraiment jouer là-dessus et trouver qu'est-ce qui marche le mieux. On voit que c'est un problème avec AD, qu'est-ce qui marche le mieux entre 4 et 5. On va pouvoir se poser cette question de riche avec Cooper Flagg, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et Nico, si par exemple tu nous le comparais avec un autre joueur, avec qui tu le comparerais? C'est le grand jeu en fait, c'est le grand jeu depuis plusieurs semaines. Là, t'as un paquet de gens qui ont fait les comparaisons avec Cooper Flagg. Je vais essayer de prendre pas trop des références de vieux. Mais parmi les trucs qui reviennent régulièrement, il y a pour le plus haut Scottie Pippen et Kevin Garnett, voire Kawhi Leonard et Paul George. En tout cas, des joueurs qui arrivent en NBA, qui sont talentueux, qui ont déjà un physique hors norme et qui sont déjà des défenseurs élites. Ça, c'est le point commun, en tout cas, entre tous les joueurs que j'ai cités. Et en fait, des joueurs qui deviennent aussi des attaquants hors pair, en sachant que je pense que Cooper Flagg, il est déjà en avance sur eux, sur les qualités d'attaque. Peut-être pas Kevin Garnett, mais en tout cas, sur Pippen et Leonard, c'était vraiment ça, ou même Paul George. Il y a une comparaison, je crois que c'est Jeff Teague, si ma mémoire est bonne,
qu'il a comparé à un peu Andriy Kirilenko, le AK-47 russe. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, des joueurs à énorme potentiel. Je pense que lui, il est plus en avance que la plupart des joueurs que j'ai cités quand il arrive en NBA, et surtout, il a 18 ans. Mais plafond très haut, avec surtout des joueurs très athlétiques. J'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser à Kevin Durant de mon côté, qu'un peu plus de physique peut-être, mais sinon je trouve qu'il y a pas mal de similitudes aussi avec KD. Ça serait une très belle chose s'il arrive à le niveau qu'a KD. On sous-estime souvent le niveau défensif qu'a pu avoir KD dans son prime et tout. Je signe tous les jours hein, s'il peut avoir ce niveau-là. On est quand même sur un joueur qui va vraisemblablement être très grand. Plus grand que les joueurs que certains joueurs que tu as pu citer, Nico. C'est un mec qui va faire 2m10, quoi. Donc s'il arrive à prendre l'avantage de cette taille tout en restant un joueur qui est fluide dans ses déplacements, donc en prenant l'exemple de KD, ça serait assez fou. Donc voilà, moi aussi un joueur auquel je pense et j'espère évidemment qu'il puisse s'approcher de ce niveau. Du coup, les gars, vous le voyez plutôt jouer en poste 3 ou poste 4. Si vous deviez me donner votre 5 majeur à Dallas, donc forcément avec Cooper Flagg, il ressemblerait à quoi ce 5 majeur? Avec Kyrie Irving, du coup? On part du principe que Kyrie est de retour? Oui, avec et sans. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Bonne question. Alors, Nico, je te laisse. Oui, ça change rien. Et après, tu peux remplacer Kyrie avec un autre meneur. Bon. Je vais te donner le mien sans trop réfléchir. J'ai Kyrie en meneur, j'ai Clay en deuxième arrière, j'ai Cooper Flagg en numéro 3 en ailier. Ensuite, je pense que j'ai AD en numéro 4 et j'ai probablement Lively ou Gafford en 5. Le truc important que je veux rajouter, c'est que là, je te donne un line-up qui correspond aux joueurs existants du roster des Mavericks. Je pense qu'il y a un autre truc super important, c'est que en fait, AD veut absolument jouer numéro 4, il veut pas jouer pivot. Le poste pour moi préférentiel de Cooper Flagg, c'est un peu ce qu'annoncé, c'est ce qu'il était à Duke, et tu as raison Quentin, ce qui devrait être envoyé dans l'NBA, c'est plutôt un poste 4. Mais là, on a quand même un embouteillage au poste 4, en plus avec Anthony Davis, qui n'est pas vraiment le joueur le plus mineur de l'effectif, tu vois. Donc on a un peu des questions de Cooper Flagg, il va naturellement du coup aller en 3 parce que tu peux pas trop aller en 4, quoi. Ou sinon ça va être sur les moments et dans les rotations d'Anthony Davis. Donc le cœur de son poste doit pour moi être le poste 3. Mais pas que ce soit son meilleur poste, c'est le poste juste avec l'effectif actuel qui est le plus cohérent. Nico a tout dit, il y a toujours ce mythe un peu autour de la starting line-up qui est très très importante. Au final, le plus important c'est dans le jeu, qu'est-ce qui joue le plus de minutes. Donc pour moi, le 5 que je préfère, c'est effectivement Kyrie, Clay, Cooper Flagg en 3, PJ Washington en 4 et AD en 5. Honnêtement, c'est ce que je préfère et je pense qu'il sera le meilleur. Mais j'ai du mal à voir effectivement Jason Kidd nous faire ce 5 de départ-là. AD veut jouer en 4, donc je pense que ça va plutôt faire du AD en 4 et en 5, soit Derek Lively ou Daniel Gafford. Mais on en revient toujours aux mêmes choses. Il y a un embouteillage monstre. Je pense vraiment que là où on sera les meilleurs, ça sera avec AD en 5. Enfin, c'est ouf de se dire Cooper Flagg, PJ Washington, Anthony Davis, et en sortie de banc, Derek Lively. Enfin, c'est une dinguerie défensive, et offensivement, c'est aussi très 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 bon. Vraiment, c'est la line-up, moi, qui me plaît énormément, avec Cooper en 3, PJ en 4. Après, pourquoi pas les inverser tous les deux, ça me dérange pas. Si tu mets PJ en 3 et que tu mets Cooper Flagg en 4, au final, dans la NBA d'aujourd'hui, il y a beaucoup de switch, donc ça n'a pas tant d'importance. Mais en tout cas, le 5 qui me plairait, ça serait vraiment celui-ci. Et je pense pas que ça sera le starting line-up, mais si c'est celui qui joue le plus de minutes, ça me va. Alors, malgré cet embouteillage, les Mavs ont annoncé l'extension de Daniel Gafford, 3 ans, 54 millions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette extension finalement? Parce que nous, on s'attendait vraiment à ce que Daniel Gafford soit échangé. On s'attendait à ce que les Mavs aillent chercher un meneur, et donc un des assets, c'était vraiment Daniel Gafford. Pourquoi est-ce que les Mavs ont re-signé Daniel Gafford à 3 ans de contrat? Daniel Gafford, on en a parlé plusieurs fois en podcast. Je pense, et je pense que je suis pas le seul, c'est un joueur qui actuellement joue quasiment au niveau plafond qu'il peut avoir. Il est limité physiquement par d'autres pivots, mais son envie, sa rage font que depuis qu'il est à Dallas, il s'est montré, et les autres équipes, elles ont vu ce que Daniel Gafford il pouvait apporter. Sa cote, donc, elle est maximum. Prolonger Daniel Gafford, tu t'assures quelque chose. Soit tu en as besoin parce que
Derek Lively vient à être tradé, je n'espère pas. Et du coup, tu as Daniel Gafford qui est là, qui permet de jouer en sortie de banc ou en starting line-up, comme on venait de le dire. Soit tu as un joueur que tu peux trader et qui a une très belle valeur marchande. 54 millions, ça fait en gros 18 millions par saison. 18 millions par saison pour un mec qui peut être 5 titulaires. Il y a beaucoup d'équipes qui voudraient avoir un mec comme Daniel Gafford dans l'effectif. C'est quelque chose qui pourrait nous rapporter beaucoup dans des trades à venir. Pas forcément cette année, peut-être l'année prochaine. C'est-à-dire que si cette année on échoue, je sais pas, en finale de conférence parce qu'on voit qu'il nous manque un petit truc, eh ben, ça se trouve, c'est le contrat d'Daniel Gafford, donc il y aurait 2 ans derrière, que tu peux trader et il aurait une superbe valeur. Donc je pense que Gafford, il voulait sécuriser un peu d'argent, etc. Nous, on a vu une occasion d'avoir à un prix très raisonnable un joueur qui mérite les millions, en tout cas de ce qu'il nous a montré ces derniers mois. Et au final, tout le monde est content. Il a son argent et nous, on a un joueur qu'on pourra éventuellement trader par la suite. Et si on ne le trade pas, il est là au moins pour les 2-3 années à venir, ce qui en fait correspond à la fameuse fenêtre de tir de Kyrie Irving et de Anthony Davis, vu qu'on va en parler après. Kyrie a prolongé. Donc on est dans cette fenêtre de 2 ans où c'est un peu une sorte de all-in sur ces 2 ans à venir. Ce que tu n'as pas dit, c'est que le contrat, il est très précis. C'est-à-dire que c'est 54 millions et, sur 3 ans, et donc ça reste suffisamment bas pour pouvoir le trader. Je crois qu'il y a une règle. Si tu signes un joueur à un certain montant, tu ne peux pas le trader pendant 6 mois. Et le montant auquel Daniel Gafford a signé, il est juste en dessous de cette limite, ce qui veut dire qu'ils ont encore la possibilité de le trader, même à court terme. Exactement. Donc, il y a pas mal de gens qui disent que c'est un arrangement entre bons amis. Sécurité financière pour notre Daniel Gafford qui, peu importe où il va être géographiquement aux États-Unis, il va prendre des sous pour mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Bien à l'abri d'ailleurs, là. Et dans tous les cas, les Mavs, du coup, gardent une flexibilité s'ils veulent le bouger ou pas. Donc franchement, tout le monde est un peu gagnant. J'avoue que moi, j'ai été surpris malgré tout le moment où ça a été annoncé. Je ne m'y attendais pas. Je vous ai annoncé 40 fois qu'il allait se barrer. Super pour lui. Bonne nouvelle pour les Mavs. Simplement, ça donne encore plus de flexibilité, tout en arrangeant Daniel Gafford. Donc je ne vois que du positif au final dans cette re-signature. Et la deuxième prolongation, tu en as parlé Quentin, c'est que les Mavs viennent de re-signer avec Kyrie Irving. Donc ça aussi, c'était un gros... pas un point d'interrogation, mais c'était quelque chose qu'il fallait quand même assurer là, pendant l'intersaison. Contrat de 3 ans, 119 millions de dollars. Quentin, est-ce que tu peux nous commenter aussi cette extension de Kyrie Irving ? Oui, bien sûr. Donc là, il y avait un peu la question. Donc on rappelle qu'il y avait une player option et ensuite il aurait été. Donc il était soit free agent cet été, soit free agent l'été d'après. Il a décliné cette player option pour signer donc un nouveau contrat de 3 ans. Il y a une player option sur la dernière année, donc il faut un peu le voir comme un contrat en fait de 2 ans normalement. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a pu diminuer un petit peu l'argent qu'il allait recevoir cette saison-là, la saison qui arrive, par rapport à ce qu'il aurait eu normalement avec sa player option. Ce qui va nous permettre de passer en dessous d'un certain stade et qui va nous permettre d'offrir une taxpayer mid-level exception. Donc mid-level exception, c'est une enveloppe qu'on peut donner à des joueurs pour recruter, même si on est au-delà du salary cap. Et juste taxpayer, c'est parce qu'on est au-delà d'une certaine limite, donc notre mid-level exception, elle va être petite. Concrètement, une mid-level exception, c'est environ 11 millions l'année, et là, celle qu'on pourra donner, c'est seulement 5,7 millions de dollars à l'année qu'on pourra proposer à un joueur. Et par un joueur, on va forcément aller chercher un meneur de jeu en attendant que Kyrie revienne ou un backup point guard pour la suite. Mais donc ce petit sacrifice, j'ai envie de dire, de Kyrie de toucher moins sur cette première année nous permet, de débloquer cette mid-level exception en attendant qu'il revienne. Donc ça, c'est le très bon point pour nous. Le bon point pour lui, c'est qu'il s'assure un peu plus d'argent alors que l'âge commence à bien avancer. Il s'assure un peu plus d'argent sur le long terme. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la fenêtre de 2 tirs, elle est claire et définie, de 2 ans, pardon. Cette fenêtre de 2 ans pour le titre avec des joueurs vieillissants, en tout cas, cet effectif-là qui tourne autour de Kyrie Irving, il est clair et défini. Et si ça marche pas, on bazarde, on récupère des trucs et on a Cooper Flag, ça fait plaisir. Et donc avec cette mid-level exception, les Mavericks vont pouvoir signer, tu l'as dit, un meneur. Il y a pas mal de rumeurs sur des joueurs. Alors tous les joueurs dont on avait parlé la dernière fois, c'est un peu passé. On avait parlé de Anthony Simons par exemple, qui lui est parti. Donc ça va pas se faire. On avait parlé de Jrue Holiday, c'est pareil. Dans le même trade du coup. Ouais. Dans le même trade. Alors, je sais pas si Portland en a fini avec Jrue Holiday. Je trouve bizarre ce move, mais.
Je sais pas s'ils ont terminé, tu vois. Après, un mot, Barnes, juste sans rentrer en trop avant de rentrer un peu dans la suite un peu des cibles potentielles. Si on vous a perdu un peu sur la mid-level exception et tous ces détails, ce qu'il faut quand même retenir, moi, je trouve, à haut niveau, c'est que en fait, tout ça est très bien ficelé, en fait. C'est que ces deux moves-là, tu vois, juste pour trouver les équilibres financiers, c'est très très bien imaginé, tu vois. Je pense que là, vraiment, pour le coup, ils ont vraiment bien bossé sur les chiffres. Et sur l'équilibre d'équipe, il y a juste le prochain domino qui est effectivement ce poste de meneur. Mais ces deux étapes-là, elles ont été super bien gérées. Et pour moi, Kyrie Irving, sa prolongation, c'est un peu comme Cooper Flag. Tu te dis c'est une évidence, mais enfin, tu es quand même plutôt content quand c'est fait, quoi. Quand ça devient pas juste théorique, tu t'enlèves ce truc-là de ton cerveau, tu dis ok, Kyrie Irving, on est tranquille, là il vient de re-signer, il a 3 ans avec nous, avec effectivement, tu disais player option, c'est ça à la fin? Ouais. Dernière année. Donc voilà, au moins là on a sécurisé un paquet de choses, donc maintenant il nous manque le troisième domino qui est effectivement ce poste de meneur. Alors les noms qui circulent là pour les agents libres pour Dallas, le dernier, celui qui est le plus actif, c'est D'Angelo Russell. Nico, t'en penses quoi là, de ce joueur pour Dallas? Moi, je dirais juste que mon choix, je vous l'avais dit explicitement, moi qui rêvais Anthony Simons ou à un degré moindre Joe Holiday, je vois que les deux sont partis, du coup, comme tu disais, dans le même trade. Donc là, pour moi, on est sur des plans B. On est sur des plans B, au même titre que Lonzo Ball sera un plan B ou que Chris Paul sera un plan B. D'Lo, ouais, on est vraiment sur un plan B. Donc, est-ce que ça peut se faire? Oui, je pense que fondamentalement, ça peut se faire. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Pour lui, pour les Mavericks, il colle au profil. Est-ce que c'est vraiment le joueur que j'espère? Non, pas vraiment. D'Lo, c'est le grand talentueux pour moi, un peu feignant, qui a beaucoup de talent, mais qui l'exploite qu'à 50%. Je pense que les fans des Lakers n'ont pas pleuré son départ, on va dire ça gentiment comme ça. Il ne va pas manquer non plus aux Warriors son passage quand même globalement pas brillant. Après, c'est un pari, c'est une question aussi de combien. Est-ce qu'il peut se contenter justement de cette mid-level exception? Je sais pas. Je suis pas un grand fan. Après, c'est un plan B une nouvelle fois, donc pourquoi pas. C'est là qu'est toute la question. En fait, là, on parle pas d'un trade, on parle de faire une signature. Perso, s'il accepte cette mid-level, donc 5,7 millions la saison, même si je suis pas du tout fan du joueur, j'avoue que perso, je prends tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque. Tu envoies pas des joueurs dans l'autre sens. C'est un salaire qui serait extrêmement bas. Donc pour moi, s'il accepte ça, c'est juste parce que pour le coup, il a envie de gagner. Il est prêt à prendre moins que ce qu'une autre équipe lui donnerait. Perso, je prends. 5,7 millions en saison, je prends tous les jours. On n'est pas sur des plans A comme tu as dit, mais des plans, ça se paye cher. C'est-à-dire, tu trades, tu donnes des pics de draft, tu donnes du Daniel Gafford, du PJ, ce qu'on avait dit dans notre précédente vidéo. Là, tu donnes rien. Tu donnes juste cette mid-level exception que tu as permis d'avoir Kyrie Irving. Donc que ça soit D'Angelo Russell ou d'autres noms que tu vas nous citer, Barnes, faut vraiment voir ça comme un peu comme vous savez Dinwiddie l'an dernier qui était au minimum, faut voir ça comme une prise de risque minime, un plan B effectivement, mais il faut ramener ça vraiment aux 5,7 millions. Perso, moi ça me plairait pour ce montant, surtout c'est que ça a été quand même mentionné par Mark Stein, donc on est sur une piste qui a quand même l'air avancée par rapport à d'autres noms. La piste D'Angelo Russell, il nous a cité comme prétendant principal, je crois que c'était ça le terme. Donc j'avoue être intrigué, j'ai hâte de voir ce qui se passera dans le 1er juillet, hein, ça arrive bientôt. À ce prix-là, ça serait bien. Les autres noms qui circulent, c'est Malcolm Brogdon, Chris Paul et Dennis Schroeder. Est-ce que Nico, est-ce que par rapport à D'Angelo Russell, il y en a un des trois que tu préférerais? En fait, c'est une question de où est le plafond. En fait, je pense que le point commun entre D'Angelo Russell, Malcolm Brogdon et je dirais pas Chris Paul. En tout cas, ces deux-là, les deux premiers, c'est vraiment des gens à relancer. Donc, effectivement, ça te coûte pas très cher, mais tu vas relancer, mais tu sais pas trop ce que tu vas relancer. Chris Paul, pour moi, j'avoue que nous on l'a dit, c'est un truc peu de risque, mais le plafond, il est vraiment pas très élevé. Schroeder, je ne crois pas trop. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il aille à Dallas. Donc, honnêtement, dans choisir les quatre, je pense que je préfère malgré tout. J'ai fait un peu mon robinet d'eau tiède, voire d'eau froide là, mais je pense que je préfère quand même prendre D'Angelo Russell. Parce que le truc un peu important, je pense que là, du coup, quand on dit que la défense gagne des championnats, des titres, quand je regarde un peu le 5 majeur qu'on a décrit là, on a quand même des sacrés défenseurs sur les postes 3, 4 et 5. Donc on a, même si je préfère avoir un joueur two-way, on a surtout besoin d'un gros créateur et d'un mec qui va pouvoir marquer les paniers. C'est vraiment la priorité. Donc j'aime pas la non-défense de D'Lo, mais par contre ses qualités offensives, on en aurait super besoin. Donc
c'est probablement le meilleur choix. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec qu'il nous faut un mec qui puisse créer. Un mec qui mette des paniers, je suis un peu moins d'accord parce que tu as quand même de quoi faire un 5 qui vraiment a de quoi marquer. Donc c'est pour ça que la piste Chris Paul ne me déplaît pas parce que comme on l'a dit dans le précédent podcast et tu viens de le dire Nico, oui le plafond est bas, mais avec Chris Paul on sait exactement ce qu'on va avoir. Un joueur qui vient de faire 82 matchs, qui est effectivement très vieux mais qui arrive à être stable, qui peut quand même bien créer pour son équipe. Donc en fait que ce soit D'Lo ou Chris Paul, les deux pistes me plaisent bien. Brogdon j'aime beaucoup, mais il y a l'incertitude physique qui fait que je lui mets un petit cran en dessous des deux joueurs qu'on a donnés. D'Angelo Russell est quand même bien plus jeune que Chris Paul. Il y a une potentielle très bonne surprise qui peut arriver, tu vois. Un peu à la Dante Exum, par exemple. On a une très bonne surprise quand on l'a signé. Pourquoi pas avec D'Angelo Russell? Avec Chris Paul, on aura zéro surprise. C'est pas forcément un point négatif, mais il y aura zéro surprise. Dennis Schroeder, effectivement, pour moi, il vaut plus que 5,7 millions. Et ce mec, il veut de l'argent, donc j'avoue que j'étudie même pas la piste chez nous, ça me semble infaisable. Voilà, D'Lo, Chris Paul, franchement, ça serait cool, hein, en attendant que Kyrie puisse. Moi, après, je vais faire la réponse de Normand volume 2. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de choisir. J'ai envie de prendre à la fois D'Lo et Chris Paul. Et après, Chris Paul, je sais pas exactement quelles sont ses attentes financières. Donc en gros, est-ce que Chris Paul il est prêt à prendre un salaire minimum? Je m'avance un peu là, mais pourquoi pas. Bon, après, Enfin, à choisir dans un monde idéal, j'adorerais Ouais. prendre les deux et de faire de la Nico- place du coup sur les lignes arrière avec Après, Nico, je trouve Claxton et que, Giroud. après, je trouve que on parle de avoir un meneur pour attendre Kyrie Irving. Mais est-ce que vous ne croyez pas que même avec Kyrie Irving, on a besoin d'un meneur dominant, un autre meneur, même si Kyrie Irving était là, et que du coup, moi, je préférerais que, bon, peut-être, oui, effectivement, prendre D'Angelo Russell ou Chris Paul, mais il faut quand même trouver un autre meneur. Et les 18 millions par saison de Daniel Gafford, moi je les échangerais bien contre un meneur à 18 millions qui pourrait être. On voit que toutes les équipes, elles ont deux meneurs. On souffre quand on n'a pas suffisamment de création. Bah, c'est pour ça que moi je voulais un plan A en fait, hein. Je voulais pas un plan B. Moi j'étais pas dans la théorie d'attendre Kyrie. Oui, Kyrie il va revenir à un moment, février, je sais pas exactement sur quel timeline il va revenir, mais en tout cas d'avoir un deuxième joueur fort tout de suite sur la ligne arrière. C'est pour ça que moi je voulais Anthony Simons. C'est pas juste un plan B en attendant que. Donc dans la config que tu décris avec ce qui reste sur le marché, c'est pour ça que je préfère D'Lo dans tous les cas. C'est ça, là on parle vraiment de ce qui est disponible au marché des free agents, donc le fameux plan B et la mid-level exception. Tout ce qui sera faire venir un plan A, ça interviendra dans le cadre de trade. Et pour le coup, on est sur autre chose. On est vraiment sur autre chose que la free agency. Là, on parle de viser des joueurs qui effectivement sont sous contrat dans des clubs et voir qui seraient intéressés par notre Daniel Gafford, notre pick 2031 ou ce genre de choses. En tant que plan B, D'Angelo Russell, Chris Paul, c'est cool. Voilà. En tant que plan A, voilà, on sait que tu as raison. Hein. Avoir deux créateurs dans une équipe, c'est très bon. On l'a vu en 2022 avec notre triplette Dinwiddie, Brunson, Luka qui fonctionnait super bien. On l'a vu en 2024 avec Luka et Kyrie. Voilà. Si tu n'as pas deux créateurs dans une équipe, c'est quand même c'est très compliqué. Voilà. Beaucoup trop de pivots. Il faut récupérer un créateur. Ça bouge pas. On en a parlé, on va continuer à en parler pendant cet été. Quentin, tu voulais aussi nous parler de départs qui sont passés plutôt inaperçus, un peu plus inaperçus, mais c'est Nico Harrison qui continue à faire partir certains de ses... Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je vais d'abord émettre des faits avant d'émettre des doutes. Les faits, c'est que j'allais dire Sydney Sweeney. Sean Sweeney, pardon. Sean Sweeney est parti. Notre assistant coach, il est parti pas très loin. Il est parti à San Antonio pour prendre le poste de premier assistant coach. Donc ça, c'est quand même une perte. Et il y a eu des rapports qui sont sortis, donc notamment de la part de Brad Townsend, donc il y a un journaliste côté Dallas, donc vraiment au sein de la franchise. Il y a eu plusieurs sources un petit peu contradictoires, mais certaines qui disaient que, en fait, on n'aurait pas vraiment essayé de le retenir. Ce qui est quand même dommage si c'est le cas, parce que c'est quand même un assistant coach qui est vraiment reconnu dans le domaine par beaucoup de ses pairs. Donc ça, c'est quand même une perte qui, pour le coup, est officielle. Deuxième chose, c'est qu'on a plusieurs rapports qui commencent à annoncer de manière pas officielle, mais assez forte, que deux de nos autres assistants coach pourraient être sur le départ. Donc on a Jared Dudley qui commence à être là depuis
pas mal d'années depuis sa retraite sportive, et God Chamgod, qui le coach de développement personnel des joueurs, vous savez, celui avec qui Luka Doncic a beaucoup travaillé, etc. Donc si on perd 3 de nos assistants coach dans la même saison, c'est quand même dur, c'est quand même beaucoup, et là où j'ai même maintenant des doutes, c'est que je ne sais pas à quel point c'est lié avec ce climat qui peut peut-être être un peu toxique autour de Nico Harrison. Si on rajoute à ça, vous avez sûrement entendu parler des rumeurs de Jason Kidd qui serait courtisé par les Knicks, qui peut-être voudrait partir, je ne sais pas quoi. Bref, ça me fait pas mal de trucs qui tournent autour de notre coaching staff. J'avoue, je ne suis pas fan. Donc à voir qu'est-ce qu'il va Pour le coup, Nico vraiment Harrison, il a été interviewé hier. On lui a posé explicitement la question si Jason Kidd allait rester à Dallas. Et il a dit, pour le coup, là, j'ai l'impression qu'on peut le croire, que Jason Kidd allait rester. Oui, de toute façon, il est sous contrat. Jason Kidd, il est sous contrat. Il lui reste encore 2 ans de contrat avec les Mavericks, donc il ne peut pas partir comme ça. Si vraiment les Knicks le voulaient, on pourrait faire un trade. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. C'est très rare, mais ça arrive, des trades pour des entraîneurs. Le dernier en date, c'était Jason Kidd aussi, il y a 10 ans, je crois. Donc, s'il veut partir, c'est sous la forme de trade. En tout cas, pour l'instant, il est sous contrat, donc il va rester à Dallas. Je dis juste que ça fait beaucoup. Et ça ne m'étonne pas quand tu vois peut-être certaines ambiances qui ont été décrites dans des journaux, etc., par rapport au trade de Luka, etc., des gens qui ont été poussés vers la sortie. Ça me plaît pas trop, et j'espère que les départs vont s'arrêter là, parce que c'est pas simple de pallier à des départs comme ça de coaching staff. Ouais, je comprends, et je suis aussi surpris que toi, Quentin, de voir ces séries de départs ou de potentiels départs. Ça fait beaucoup en très peu de temps. Après, je trouve aussi normal, tu vois, que Jason Kidd puisse aussi se créer un peu son coaching staff avec d'autres personnes, du coup, qui pensent être les bonnes personnes pour l'entourer. Je pense que dans le cas de Sweeney, c'est normal, entre guillemets, tu vois, c'est une forme de promotion pour lui, tu vois. Tu prends un poste, du coup, de premier assistant coach aux Spurs, en plus dans une organisation qui est quand même reconnue pour être à la fois particulièrement carrée, puis aussi une promotion pour devenir head coach à un moment. Ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Donc c'est aussi normal que ça bouge. Ça bouge juste beaucoup en peu de temps. Après, je me dis aussi le dernier truc, quand t'es coach comme Leo Mavs, que tu as Kyrie Irving, Anthony Davis et maintenant Cooper Flagg, le phénomène dans ton effectif, c'est quand même cool, tu vois. Tu vas quand même te dire que tu as peut-être de la tension un peu dans tes bureaux, mais tu te dis quel bonheur d'être entouré de joueurs aussi élites, reconnus. Tu as au moins 2 Hall of Famers, pour pas dire 3. Bon, il y a quand même pire contexte. Hein. Ok les gars, je crois qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'espère qu'on va se retrouver vite. Si on se retrouve, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement. On va forcément se retrouver vite. La free agency, c'est dans 4 jours. Donc déjà, en 4 jours, on aura des premières réponses. Cette nuit, il y a le second tour de la draft. Donc il ne devrait pas se passer grand-chose pour nous, mais sait-on jamais. Et puis on n'a même pas eu le temps de parler, parce que l'émission est déjà longue, mais certains moves de nos concurrents, le Texas est plus fort que jamais. C'est quoi cette dinguerie-là? Ça va être passionnant, mais on n'a même pas eu le temps de parler de nos concurrents, des moves qui ont été faits ces derniers jours. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver très bientôt pour parler, je pense, free agency, et puis un peu parler de nos concurrents, de l'Ouest qui se renforce encore une fois, de l'Est qui devient encore plus la Ligue 2 de la NBA. Bref, on aura encore plein de choses à se dire très prochainement. C'est vrai, il y avait une question que j'ai pas eu l'occasion de vous poser, c'est est-ce qu'il y a une équipe hier soir qui, à votre avis, s'est renforcée, notamment à l'Ouest, et qui va devenir un concurrent assez féroce des Mavericks? À l'Est ou à l'Ouest, mais... Il y en a une évidente, là. Il y en a une évidente. C'était déjà un peu le cas, mais je pense que les Spurs, en choisissant Dylan Harper, en choisissant aussi haut un tel talent que Dylan Harper... en plus, je pense qu'une nouvelle fois, les chiffres de l'année dernière chez les Spurs, entre les blessures ou les vraies blessures, je sais pas. En tout cas, dans le cas de Wemby, les vraies blessures. Là, l'effectif, il commence à faire peur. Là, hein. On va avoir De'Aaron Fox, Wemby, Stephen Castle, Vassell, Dylan Harper. Bon, un peu casse-tête leur effectif qui est très chargé, sur les lignes arrière, mais il y a quand même beaucoup de talent, et je pense que cette équipe jeune va monter en puissance et va représenter encore plus que les dernières une forme de menace pour les Mavericks. Hein. Moi, c'est l'équipe qui me semble clairement difficile pour les Mavs à venir. Ouais.
Il y a ça. C'est pas à la draft, mais les Rockets avec l'arrivée de KD, ça va être assez fou. Les Suns, mine de rien, ont fait un bel upgrade en arrivant à faire venir non pas un, mais deux pivots, mais il reste quand même pour moi en dessous des Mavs. Évidemment, bon, le Thunder, c'est le Thunder. Moi, juste, il y a un move que j'ai trouvé incompréhensible. Et pour moi, le move le plus débile de la soirée, c'est les Pelicans qui ont donné leur pick 2026 non protégé. Juste pour monter de 10 places, je crois, pour passer de la 26 à la 16e place. Alors, à part s'ils viennent de drafter le futur MVP, et dans ce cas-là, désolé, mais pour moi, c'est le move le plus stupide de toute la draft, mais de très 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 loin. Atlanta, il me semble, a fait vraiment le meilleur move de trader ce 2026 non protégé des Pélicans dans la conférence Ouest hyper chargée. Bref, ce move est incompréhensible pour moi. Mais sinon, voilà, on va avoir une très très belle année à venir. Une division, ça va être un truc de fou entre les trois équipes du Texas et Memphis qui va vouloir aussi, je pense, se relancer. Waouh, ça va être sportif. On va pas s'ennuyer en tout cas. C'était pour récupérer Derek Quinn, si je dis pas de bêtises. On va me vérifier là justement. Et qui peut être un des gros styles, de cette draft. Mais t'as raison. En tout cas, ils ont mis beaucoup sur la table pour le récupérer. Donc ils ont vraiment une conviction que ils voulaient absolument jouer. En tout cas, c'est le message que ça envoie. Si c'était un trade 2030, un pick 2030, je veux bien, mais 2026, alors qu'ils viennent d'être une des pires équipes de la ligue, ils ont bien confiance. Et surtout non protégé. Enfin, surtout non protégé. C'est pas comme si effectivement t'es habitué à être dans le top 4 de l'Ouest. Hein. T'es plutôt dans les bas-fonds. Tu vois, ça tombe bien pour la Louisiane d'ailleurs. Tu vois, t'es dans les bas-fonds collants. Tu vois ce que je veux dire. Marécage. Et les Suns aussi, c'était quand même assez étonnant, non, de trader un pick, je crois que c'était 2028, quelque chose comme ça, pour récupérer Williams, et puis ils donnent un autre pick. Ils donnent leur pick. Ils échangent leur pick 29. Bon, bref, 2 picks pour un et pour Patrick Williams. Mark Williams. Ils n'avaient pas de pivot, ils en récupèrent 2. Hein. Leur pick 10 plus Mark Williams, c'était leur besoin. Je pense que ça pourrait être une équipe qui, pourquoi pas, nous fasse un peu de ce que les Clippers ont fait cette année. Ça pourrait être intéressant, mais bref, ça sera pour une autre émission. Je trouve que les Suns ont fait en 3 semaines là, plus de moves intelligents que sur les 3 dernières années, honnêtement. Il faut juste dégager Bill et pourquoi pas partir sur des bons rails. Oui, alors là, par contre, Bradley Bill, à part d'envoyer les Yakuza, je vois pas trop comment ils vont faire, hein, mais je sais pas trop. Ok, ben on aura le temps d'en reparler peut-être très bientôt avec la Free Agency qui va commencer. Il va y avoir encore des moves. C'est pas possible que les Mavs en restent là. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Ouais, salut tout le monde.